très marqué par une idée de progrès qui, depuis 150 ans, nous laisse dire que plus on descend dans le temps, moins c'était bien, et aujourd'hui c'est mieux, et demain ce sera forcément mieux. Donc vous imaginez l'image noire du Moyen-Âge, par exemple, là. Alors tout ce qu'on a récupéré, nous, en préhistoire, c'est catastrophique. Hein. Donc, et ça, donc, effectivement, c'est très difficile parce que ce sont des schémas qui sont très complexes à déstructurer et à changer, notamment dans le rapport aux technologies. Alors, dans une première partie, on va voir un petit peu, je vous emmener sur mon terrain. Mais avant ça, voilà, donc, merci. Merci, c'est très technique. Non, merci. Merci, monsieur. Voilà, ça peut vous surprendre que je commence par ces films-là. Et je me souviens, il y a une dizaine d'années, je présidais Sciences et Sociétés pour la France et le Québec, et j'avais des collègues roboticiens du CNRS. Et c'était l'année de la sortie de Minority Report. Alors je lui dis, vous avez vu ce film? Et c'est quand même assez dingue. Ils m'ont dit, calme-toi Pascal, c'est dans les labos depuis 10 ans. Et en fait, c'est une confusion que nous faisons souvent par rapport à l'innovation. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'innovation, mais il y a une énorme confusion dans les termes entre invention et innovation. L'invention, c'est quand des hommes, des femmes, inventent de nouveaux outils, de nouveaux procédés, parce que l'invention, c'est pas que la technologie, mais la technologie, ça se voit, c'est palpable, puis c'est des effets immédiats. Ça, c'est l'invention. Et en fait, l'invention ne sera innovation qu'à partir du moment où on va le rentrer dans le champ social ou sur le marché. Et c'est ça qui nous perturbe quand on dit qu'aujourd'hui ça va extrêmement vite, mais quand vous regardez les outils que vous avez dans les poches, etc., les brevets, tout ça, c'était inventé il y a pas mal de temps. Mais ce qui fait surprise, c'est que d'un seul coup, on a l'impression que ça surgit dans le champ de la société, puisque là, on est évidemment dans des applications qui bouleversent l'ensemble des habitudes que nous avions en termes de communication, d'usage, etc. Et en plus, c'est nous qui le faisons. Et un bon exemple. Il y a des gens qui disent « Ouais, Google, c'est complètement hégémonique ». En plus, c'est vrai que Google a quand même pas mal d'intentions hégémoniques à bien des égards. Mais je vous rappelle qu'il n'y a que nous, les Français, qui utilisons Google à 93%. En Allemagne, aux États-Unis, c'est 40% Yahoo et les autres. Donc, nous sommes dans un monde dans lequel c'est nous aussi qui, par les choix que nous faisons, notamment que sur les moteurs de recherche et les requêtes, qui également renforçons tel ou tel aspect. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est bien fait ou pas bien fait, mais il faut bien comprendre que nous ne sommes pas que des gens qui subissons, malgré la volonté de Google, évidemment, comme toute grande entreprise, d'installer, évidemment, ses impacts et son modèle économique, mais ces personnes nous disent que tu dois faire une requête qui est Pascal Pic sur Google. On peut le faire sur Yahoo ou les autres. Donc ça, c'est des premiers aspects. Donc, un film comme Minority Report, iRobot, c'est demain. Quand je dis demain, c'est dans les 5 ans. La planète des singes, communiquer avec les animaux, c'est dans 10 ans. Donc on n'est plus dans la science-fiction. Tout ceci est déjà en train d'arriver. Et le film Her, qui est absolument, si vous ne l'avez pas vu, il est absolument extraordinaire. Ce film est magnifique parce qu'il y a une dimension anthropologique qui est superbe, parce que ça change aussi nos rapports à l'autre. Donc nous sommes aussi dans l'anthropologie. Donc il faut bien comprendre que ces changements technologiques, ces usages, ont des impacts profondément anthropologiques, et comme l'a très bien dit M. Payet, évidemment, les questions d'anthropologie ne sont pas en dehors de ce qui se passe en termes de technologie. Alors, allons quand même faire un petit tour dans mon domaine, pour essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe. En gros, il y a 3 façons de voir le monde. Des gens qui disent, le monde tel qu'il est, il n'a jamais changé, il a été créé tel quel, ou alors ce monde revient de manière cyclique. On appelle les cycles, donc la pensée grecque classique était comme cela, ce qu'on appelle les avatars dans la pensée hindoue ou indienne, ça dépend comment on veut dire. La deuxième vision du monde, c'est le transformisme. C'est l'idée que l'homme est quand même issu de la nature, il y a eu évolution, mais que l'homme quand même a assuré sa domination, en tout cas a assuré une meilleure vie, et ça sera l'idée de progrès, grâce aux technologies, à la médecine, à la solidarité, à l'évolution sociale, etc. Donc, cette fois-ci, on conçoit que l'homme a une capacité de sortir de sa condition naturelle pour rentrer dans la sphère de l'humain. Et nous avons été éduqués comme cela. La troisième vision du monde, que vous soyez d'accord ou pas, que vous soyez un croque-relais, un chimpanzé ou euséo, c'est le monde du bas, c'est le monde de Darwin. Un monde qui change en raison d'une pluralité de facteurs, sauf qu'on ne sait pas comment ça va changer. Ça ne veut pas dire que ça va aller n'importe où, ça ne veut pas dire que c'est n'importe quoi. Ce monde est toujours contraint par son histoire et ses diversités, mais on ne peut pas dire que ce que sera le monde de demain. Et ça, évidemment, nous n'avons pas été habitués à ce genre de discours, et pour certains, c'est anxiogène, pour d'autres, eureka.
Et ça, c'est tout à fait humain. Maintenant, imaginez que je sois venu avec un chimpanzé. Alors là, monsieur le comte et monsieur le Payet se sont dit non, pas de chimpanzé chez les Zéo. Bref, mon chimpanzé est à côté de moi. Et vous vous dites, tiens, il ressemble vachement à Pascal Pic. Oh, mais rigoler, ça vous inclut dans le lot. Et à partir de là, les chimpanzés, et personne ne le conteste dans la nature actuelle, quelle que soit sa vision du monde, le chimpanzé est l'espèce la plus proche de nous dans la nature actuelle. Seulement, dans la première conception du monde, vous direz, l'homme est à Dieu, c'est que le singe est au diable. C'est de Martin Luther. Et les singes en sont toujours parmi. Dans la deuxième vision du monde, celle que j'ai apprise, et que beaucoup d'entre vous, même malheureusement les jeunes, ont appris, on dira l'homme descend du singe. Donc on accepte une relation généalogique, mais on infériorise les singes. Dans la troisième conception du monde, c'est les conceptions actuelles des théories post-darwiniennes, on dira le chimpanzé et l'homme sont tout aussi évolués, c'est-à-dire qu'ils ont la même histoire. Toutes les espèces qui nous entourent, mesdames et messieurs, ont une histoire de 3,8 milliards d'années. Et on dira que le chimpanzé et l'homme ont un même ancêtre commun. Et là, c'est le boulot des anthropologues, et des paléanthropologues, d'aller chercher des fossiles. Lucille, Australopithèque, Toumaï, etc. Où je veux attirer votre attention, chers amis, c'est que personne ne conteste le fait que les chimpanzés sont les plus proches de nous dans la nature actuelle. Mais trois façons de le comprendre, et trois façons d'agir différentes. Et le vrai problème des sociétés humaines, c'est ce que Lévi-Strauss appelait les sociétés chaudes et les sociétés froides. Qu'est-ce qui fait qu'une société est capable d'accepter un changement de son rapport à la nature et aux autres espèces ou pas? Et vous croyez que c'est pas d'actualité? Vous avez regardé hier soir, je sais que personne ne regarde la télé, mais des fois ça arrive, Envoyé spécial. C'était très intéressant, puisque on voit les deux problèmes auxquels a affaire notre monde d'aujourd'hui. D'un côté, l'islamisme radical, qui s'oppose au changement, et de l'autre côté, aux États-Unis, les évangélistes, donc des fondamentalismes religieux. Et c'est la première vision du monde. Et en fait, ces personnes qui sont là contestent les théories de l'évolution, donc le changement par le passé, et également le réchauffement climatique et le développement durable. La deuxième vision du monde qui est la nôtre, c'est que, ok, on atteint aux ressources naturelles, mais on trouvera toujours les ressources et les technologies, grâce à EUSEO peut-être, pour mieux répondre aux enjeux de demain. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le développement durable soft, représenté en France par M. Luc Ferry, par M. Tournalet. Et en bas, il dit, attendez, ce qu'on fait aujourd'hui conditionne le jeu des possibles pour les générations futures. Donc vous voyez, c'est ça l'anthropologie. Il n'est pas question de dire qu'on a un pouvoir d'explication supérieur aux autres, mais vous autres, comme vous et moi, à peine sommes-nous nés, à peine nous sommes sortis de l'utérus maternel, que nous avons baigné dans un utérus culturel, dans lequel on a pris un récit sur les commencements du monde, c'est toutes les cultures humaines, que vous soyez pratiquants ou pas, croyants ou pas, athées ou pas dans cette salle, nous sommes les héritiers d'une pensée chrétienne autour des textes de la Genèse. C'est constitutif de toute culture, et une langue. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui fait qu'une société est capable d'accepter ça ou pas et de changer. Alors, on y va. Pour quelles raisons y a-t-il évolution? Les théories de l'évolution sont des théories du changement dans la nature. D'abord, vous avez des facteurs extrinsèques, c'est-à-dire des facteurs qui sont externes à la vie, qui sont ce qu'on appelle les catastrophes naturelles. Le volcanisme, les météorites, la position de la Lune autour du Soleil, enfin, et de la Lune autour de la Terre, et de la Terre autour du Soleil surtout, qui rythment les glaciations, c'est très bien connu aujourd'hui. Nous avons aussi les changements de courant océanique. Alors par exemple, tout le monde a vu Jurassic Park, hein, vous êtes un super tyrannosaure, personne ne vous embête, vous êtes le plus fort. Hein. Même dans le dernier, là, on l'a vu, hein. Crac, vous chopez un météorite. Bon, première nouvelle, les dinosaures n'ont pas disparu, ils sont montés au ciel, ça s'appelle des oiseaux. Hein. Le chapon que vous allez manger à Noël, il est foutu comme un tyrannosaure, sauf que pour la chasse et le châtrage, et le châtrer, c'est pas la même technique. Hein. Donc, le film, le jour d'après, vous l'avez vu, ce changement de courant océanique, c'est arrivé 6000 ans avant Jésus-Christ. Hein, parce qu'il y a plein d'eau douce qui s'accumule avec la fonte des glaciers, et ça bloque le Gulf Stream. Ça risque de nous arriver bientôt d'ailleurs. Donc tout ça, c'est de mieux en mieux connu par les scientifiques, et nous autres, les scientifiques,